Après l'enquête de l'inspection générale des finances, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a décidé lors du Conseil de ministres du vendredi dernier de la nécessité de révisiter le contrat mine-infrastructure qui lie la RDC et un groupement d'entreprises de droit chinois signé en 2008. Et puis l'Union européenne envisage de proposer à des pays riches en matières premières critiques, en particulier en Afrique, des partenariats gagnant-gagnant axés sur le raffinage local de ces matières. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons par cette brève. Partenariat entre la RDC et la Banque mondiale. Hier, le président Félix Tshisekedi a accordé une audience à Albert Zefak, directeur des opérations à la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola, le Burundi et le Sao Tomé et Principe. Au menu de la rencontre, l'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale en RDC et leur réalisation. Le chef de l'État et son hôte ont évoqué l'appui budgétaire des 500 millions de dollars de cette institution, le projet de 400 millions de dollars américains pour la gratuité à l'école primaire et accompagner les filles, mais aussi le projet de route Kananga-Bukavu. Je l'ai dit au sommaire, c'était prévisible. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de décider du contrat mine-infrastructure qui lie la RDC et un groupement d'entreprises de droit chinois signé en 2008. Cette mesure fait suite aux conclusions de l'enquête menée de l'Inspection générale des finances, IGF, sur cette convention qui donne le Congo comme le grand perdant. L'annonce a été faite lors du Conseil de ministres de ce vendredi. Je vous laisse suivre les détails dans ce récit de Fiston Oleko. Pour le président de la République, Félix Tshisekedi, tout est clair. La convention chinoise, autrement appelée le contrat du siècle, doit connaître une révisitation. Le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité d'une révisitation de cette convention dans le sens d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de la Sicomine SA. Cela fait suite aux conclusions de l'enquête de l'Inspection générale des finances sur cette convention, lesquelles conclusions ont fait état des déséquilibres au détriment de la RDC, aussi bien dans les termes de ce contrat mine-infrastructure entre elle et les groupes d'entreprises chinoises, mais aussi dans l'application. Faisant suite aux conclusions de la mission d'évaluation de l'Inspection générale des finances, IGF, sur l'exécution de la convention de collaboration signée le 22 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises constitués par China Airways Corporation et Sinohydro, le président de la République a rappelé que celles-ci font état, entre autres, des cas de non-respect des dispositions des contrats, de l'inexécution des engagements contractuels et des subjectivités dans certains actes posés par le parti. Félix Tshisekedi a pour ce faire demandé à son cabinet de réunir toutes les parties prenantes afin de préparer les éléments qui seront versés dans les discussions avec le partenaire chinois lors des travaux de la commission mixte qui auront lieu dans un futur proche. Il s'est ouvert ce samedi 18 mars à Kinshasa la session ordinaire du Conseil des ministres de la SADC, une cérémonie présidée par le Premier ministre Sama Lukonde qui n'a pas manqué l'occasion de parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Il a appelé les participants à ces assises à examiner la possibilité de la tenue d'un sommet extraordinaire consacré essentiellement à cette situation. Suivez dans cet extrait choisi par Fiston Oleko. Faisons allusion aux propos de Franck Fanon qui disait, je cite, « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. La SADC peut-elle rêver et croire réellement à un développement intégré sans la paix et la sécurité en République démocratique du Congo? Car il est évident que lorsqu'un membre de la famille SADC est attaqué, nous sommes tous attaqués. C'est pourquoi nous comptons sur la SADC dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. En effet,
L'instauration de la paix et de la sécurité durable dans la partie est de la République démocratique du Congo est non seulement bénéfique à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'ensemble de la région de la SADC, du fait qu'elle permet à la communauté de réaliser ses objectifs. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes reconnaissants de ce que la SADC a toujours fait pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Pour mémoire, en 1998, l'appui militaire du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Angola a été significatif dans la restauration de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face à l'agression rwando-ougandaise. En 2002, le soutien de la SADC via la République d'Afrique du Sud au dialogue politique intercongolais a permis la consolidation de la paix et la normalisation de la vie politique dans notre pays. En 2013, l'apport des troupes de la République unie. Parlons processus électoral, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipé, a, au nom de son titulaire en mission, présenté le rapport relatif à la sécurisation du processus électoral en cours en RDC. C'était lors de la 91e réunion du Conseil des ministres. Voldy Kengi au commentaire. Dans la première ère opérationnelle d'enrôlement des électeurs, renseigne le compte rendu de la 91e réunion du Conseil de ministres. Il a indiqué que les opérations se sont bien déroulées, excepté quelques cas d'insécurité dans certains territoires de la province de Mai-Ndombe, au Kwamut, et dans certains villages de la commune de Maluku, dans la ville de Kinshasa, qui ont empêché le déploiement de kits d'enrôlement pour le déroulement de ces opérations. Et qu'en ce qui concerne la deuxième ère opérationnelle, il a été signalé les cas d'attaque du centre d'inscription des électeurs dans le village Oyamba, territoire de Lodja dans le Sankourou, par un groupe d'inciviques empêchant les compatriotes de ces coins de s'enrôler en toute quiétude. Jean-Claude Molipé a conclu son intervention en rassurant des mesures sécuritaires observées afin de garantir le bon déroulement des opérations d'enrôlement et d'inscription des électeurs. Il y a plus d'une semaine et en l'intervalle de 24 heures, 2 centres d'enrôlement des électeurs ont été les cibles d'attaque des hommes armés dans le groupement Malilo, territoire de Béni, au nord Kivu, avait appris la rédaction de Géopolis Télévision. Si la région de Boutoué connaît une présence de groupes armés incontrôlés, celle de Mabuku est cependant sous contrôle de miliciens Maï-Maï de l'UPLC qui attendent les désarmements et qui sont entre-temps commis à la sécurité de centres d'enrôlement. Des notables s'interrogent sur l'identité des assaillants et les mobiles de ces cambriolages de matériels électoraux. L'accès aux soins de santé de qualité demeure un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo, faute d'un financement mobilisé par les autorités compétentes en faveur de ce secteur en vue d'une couverture sanitaire universelle. Les populations peinent encore à avoir les soins adéquats lorsqu'ils sont malades et sont exposés à plusieurs risques. Le docteur Numbi Elias Archange, responsable de l'ordre des médecins à l'hôpital général de Kinshasa, était au micro de Damani Mujinga et Beni Ifombo afin de proposer des solutions qui pourraient faciliter l'accès aux soins en RDC. Il faut d'abord comprendre que la médecine moderne, c'est celle qu'on apprend à la faculté de médecine. Donc voilà. Les difficultés, je peux dire, si je dois ramasser comme ça, premièrement sur les infrastructures hospitalières. Parce qu'il faudrait comprendre, la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa. Il y a le Congo profond et le Congo très profond. Il y a dans ces endroits où, pour voir le médecin, le patient doit parcourir des kilomètres, des jours entiers même. Alors vous vous rendez compte que dans ce contexte-là, quelqu'un malade peut s'adonner à des médecines parallèles, parfois traditionnelles, qui ne sont pas codifiées, qui n'ont pas vraiment des éléments de suivi objectifs et scientifiques. Voilà, il y a ça. Deuxièmement, il y a les infrastructures routières, parce que vous comprenez qu'il peut y avoir un poste de santé, un centre de santé quelque part, mais si l'accessibilité n'est pas toujours adéquate, ça fera assez que celui-là va s'adonner, comme je l'ai dit, à ces médecines-là qui sont parfois étrangères, avec tout ce qu'il y a comme risque, la répercussion sur les reins, le foie, etc. Mais aussi, il faut dire, il y a aussi le coût. Le coût, parce que la médecine moderne coûte cher, parce que ça implique des moyens thérapeutiques et diagnostiques qui demandent beaucoup en argent. Parce qu'aujourd'hui, pour traiter, on n'a pas que des connaissances livresques, on a aussi des
examens de labo et d'imagerie qui font assez que le médecin puisse asseoir le diagnostic et traiter. Il y a aussi des moyens thérapeutiques de plus en plus chers qui feront assez que celui-là va se sentir désarmé devant ce prix exorbitant pour se rabattre sur la médecine qui est traditionnelle et tout. C'est ainsi que nous saluons d'ailleurs en passant la politique de santé universelle parce que tout le monde a droit à des soins de qualité. Alors si ça devait être effectif, ça sera vraiment une bonne chose parce que nous sommes dans un hôpital général. On voit combien sont ces malades qui arrivent au stade terminal parce qu'ils ont eu à s'adonner à des médecines parallèles et parfois à aller comme ça au pifomètre et en catastrophe arriver chez nous et le médecin se voit incapable de faire des miracles. C'est indéniable, donc les soins de qualité passent nécessairement par l'obligation des moyens. L'obligation des moyens pour le médecin, c'est mettre tout ce qui est accessible dans la communauté en ce moment-là, en ce siècle-là, pour mettre tous ces éléments-là au service du patient. Donc vous voyez que si le médecin est réduit à une médecine empirique, parce que d'abord, le matériel n'est pas là, il n'y a pas d'infrastructure adéquate et il n'y a pas d'argent. Alors il va commencer à évoluer d'une manière empirique pour voir, en train de tâtonner. Alors qu'il faudrait, l'obligation de moyens implique qu'il faudrait que tout soit là pour qu'il puisse faire sa médecine correctement, comme il a appris. La Gécamine est sérieusement dans le pétrin. Économie de rente, production en berne, trésorerie en panne sèche. La parapublique est en chute libre. Jadis fleuron de l'industrie minière congolaise, la Gécamine traverse une zone de forte turbulence. Le nouveau tandem Guy-Robert Lukama, PCA, et Placide Nkala, DG, réussiront-ils à inverser la tendance au regard des graves erreurs de gestion accumulées par l'entreprise alors qu'un plan de relance est en gestation? Suivez ce dossier réalisé par Blessed Kouzola. La Générale des carrières et des mines, Gécamine, est sérieusement dans le pétrin. À cause d'une gestion calamiteuse dans le passé, cette société anonyme unipersonnelle avec conseil d'administration dont la raison principale est la prospection, la recherche et l'exploitation des gisements miniers, le traitement de substances minérales provenant de ces gisements, la transformation de produits issus de ces traitements, la commercialisation et la vente de substances minérales tant à l'état brut qu'après traitement et des produits de la transformation fait face à une situation plus que catastrophique selon les enquêtes réalisées par Géopolis Hebdo, tout en se référant aux statistiques officielles de la Banque centrale du Congo, de la direction de grandes entreprises, de la direction générale des impôts notamment. En effet, l'ex-union minière du Haut-Katanga a réalisé pas moins de 650 millions de dollars américains comme bénéfice à la fin de l'exercice 2022. Fort malheureusement, à l'heure actuelle, ces caisses sont presque vides. Il y a à peine moins de 40 millions de dollars américains. De quoi assurer le frais de fonctionnement et les paiements de 2 mois de salaire de ses agents et cadres. Doit-on parler actuellement d'une banqueroute au sein de cette importante entreprise du portefeuille de l'État? En croire cette première enquête du tabloïd de l'avenue Isiro, plus de 180 millions de dollars ont été affectés aux sous-traitants, mais aussi 100 autres millions de dollars aux dépenses salariales. Pourtant, en 2022, la Gécamine n'a pas produit plus de 100 000 tonnes de cuivre. De dépenses qui n'ont eu aucune incidence sur la production qui est restée statique. Encore, selon le chiffre fourni par la Banque centrale du Congo, le Trésor public n'a reçu que 148 millions de dollars, soit moins de 30%. Avec cette triste situation, l'ex-poumon de l'économie nationale risque de se retrouver en situation de cessation des paiements. Si rien n'est fait par les autorités du pays en mettant en place une opération sauvant les soldats Gécamine, la RDC perdra son statut de pays producteur et restera un pays hôte de la production d'autrui. Cependant, tous les yeux sont maintenant rivés sur le nouveau comité de gestion chapeauté par le duo Guy-Robert Lukama Nkunzi, président du conseil d'administration, et Placide Kalabassa-Dilois, directeur général, après avoir reçu le go du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 7 mars 2023 à la présidence. En sport, pour assurer une bonne organisation matérielle du match République démocratique du Congo-Mauritanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le ministre des Sports et Loisirs Serge Condé a eu un échange sérieux avec le représentant de Mazembe, le manager Frédéric Kitenge Kinkumba et l'un des vice-présidents de la FECOFA, Bobo Bondembe. Suivez ces propos recueillis par Blessed Kouzola. C'est que le match, les Léopards de la RDC va livrer
des matchs importants, c'est-à-dire 3e et 4e journée contre la Mauritanie. Et compte tenu du fait que le stade de Marty n'est pas homologué, et nous allons jouer à Lubumbashi. Ce qui justifie à côté de moi, à droite, c'est le manager Tout-Puissant Mazembe. Et à gauche, c'est le secrétaire de cabinet du ministre. Et nous sommes venus pour parler de l'organisation matérielle de ces matchs. Oui, le match est vendu, tout est au point. Je pense que les managers, vous savez, de ce côté-là, Mazembe a toujours organisé les matchs internationaux. Donc, la responsabilité sur le plan technique et organisationnel, ça sert à Tout-Puissant Mazembe. La fédération et le ministère assureront seulement la supervision. Et les autres aspects, comme vous le savez, l'entraîneur des Sabres est déjà à Lubumbashi. Il y a une délégation qui va quitter demain, c'est-à-dire les autres membres de staff technique, les médecins, l'équipement, les secrétaires intendants, les secrétaires, tout ce monde vont quitter demain pour Lubumbashi. Et le lundi, ça sera l'arrivée des joueurs professionnels et les autres membres de la fédération. Bon, pour les Louchois, je pense que c'est un monde sportif et bandugu yetu yote ya Katanga bakuye mingi sana mu stade supporter les Léopards, car il s'agit d'un match, c'est pas un match parce que ça va se jouer au stade de Mazembe, c'est le match de Mazembe, non, c'est l'équipe nationale qui va jouer, donc tous derrière les Léopards. L'actualité, c'est aussi au-delà des frontières nationales. Faisons place à la page internationale. En 2023-2024, la récolte globale de céréales devrait grimper de 1,4% à 2,28 milliards de tonnes. C'est ce qu'a indiqué le Conseil international des céréales dans sa dernière mise à jour sur le marché publiée ce week-end. Dans les détails, l'organisme intergouvernemental estime que la production de maïs est attendue à 1,2 milliard de tonnes contre 1,15 milliard de tonnes précédemment. Jojo Moulamba au commentaire. La production mondiale de céréales est attendue en légère hausse à 2,28 milliards de tonnes en 2023-2024. Cette progression escomptée est principalement liée aux performances attendues aux États-Unis avec plus 8% à 377,7 millions de tonnes, en Argentine avec plus 32% à 61 millions de tonnes et dans l'Union européenne avec plus 24,5% à 64,9 millions de tonnes. Ces performances compenseront largement la baisse attendue de l'offre en Ukraine avec moins 22% à 21 millions de tonnes. Face à une consommation qui est prévue pour atteindre 1,198 milliards de tonnes, le Conseil international de céréales table sur un stock de campagne à 261 millions de tonnes. Du côté du blé, la situation sera moins reluisante. Le second grain le plus produit au monde devrait enregistrer une contraction de sa production à 787 millions de tonnes contre 801 millions de tonnes un an plus tôt. Cette perspective est à mettre sur le compte de baisse de l'offre anticipée en Russie et en Ukraine. Les volumes de ces deux pays de la région de la mer Noire sont attendus respectivement à 82,8 millions de tonnes, soit moins 13%, et 20,2 millions de tonnes, soit moins 20%. Des embellis seront à noter aux États-Unis et en Argentine qui afficheront des récoltes en progression respective à 51,4 millions de tonnes et 19 millions de tonnes. Globalement, la consommation de blé devrait s'élever à 794 millions de tonnes en 2023-2024, conduisant à des stocks de clôture de 279 millions de tonnes. Les prévisions du Conseil international de céréales interviennent dans un contexte où le marché céréalier reste encore inquiet sur la durée du corridor ukrainien. Si la Russie a proposé le 13 mars dernier une reconduction pour 60 jours de l'accord qui expire le 18 mars, l'Ukraine conteste cet intervalle temporaire qu'elle considère comme une violation de l'entente initiale qui avait fixé un délai minimum de 120 jours pour tout renouvellement. L'Union européenne envisage de proposer à des pays riches en matières premières critiques, en particulier en Afrique, des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats qui sont axés sur le raffinage local de ces matières indispensables aux transitions écologiques et numériques en vue de réduire sa forte dépendance vis-à-vis de la Chine. La feuille de route a été dévoilée ce week-end par la Commission européenne. Toujours avec Jojo Moulamba.
Selon le règlement sur les matières premières critiques, l'Union européenne prévoit de créer une sorte de club qui réunira le pays consommateur et le pays riche en ressources afin d'encourager les investissements durables dans le pays producteur et de leur permettre de remonter la chaîne de valeur. L'intérêt se porte sur l'encouragement du raffinage et de la transformation de matières premières critiques comme le cobalt, le lithium, le nickel, le tungstène ou encore le terre rare dans le pays producteur. D'autre part, l'Union européenne proposera à ses partenaires commerciaux comme les États-Unis ou le Canada d'entrer dans ce qu'elle appelle le club des investisseurs. Outre le partenariat avec le pays producteur, la nouvelle feuille de route prévoit l'extraction de 10% de matières premières critiques au sein de l'Union européenne d'ici 2030 contre 3% actuellement, ainsi que la transformation et les raffinages de 40% de ces matériaux dans l'espace européen contre 0 à 20% aujourd'hui. Les objectifs de recyclage ont été par ailleurs fixé à 15% du total de besoins de 27 qui souhaitent désormais ne pas dépendre d'un pays tierce unique pour plus de 65% de leur consommation annuelle de chacune de matières premières critiques. L'objectif est de garantir un approvisionnement sûr, diversifié, abordable et durable afin de réduire la dépendance actuelle de l'Union européenne à l'égard d'un seul ou de quelques pays. Ce journal touche à sa fin, mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. Après l'enquête de l'inspection générale des finances, le chef de l'État Félix Tshisekedi a décidé lors du Conseil des ministres du vendredi dernier de la nécessité de revisiter le contrat mine-infrastructure qui lie la RDC et un groupement d'entreprises de droit chinois signé en 2008. Et puis l'Union européenne envisage de proposer à des pays riches en matières premières critiques, en particulier en Afrique, des partenariats gagnant-gagnant axés sur le raffinage local de ces matières. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames et messieurs. Bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.